Ces enfants étaient âgés de 10 et 11 ans. Le garçon avait reçu mon prénom et la petite fille celui de notre cadette. Leur père était un membre de la famille dont nous nous étions occupés, Madeleine et moi, depuis sa plus tendre enfance, comme s'il était notre propre fils. Ces enfants étaient sa fierté. Ils avaient donné un sens à sa vie. Grâce à eux, il voyait l'avenir avec optimisme. Et puis, l'impensable était arrivé. Les enfants étaient en déplacement avec leur maman. À un poste militaire, des soldats les ont attaqués. Les deux gamins ont été tués. J'ai vu leur corps à l'hôpital général de Bukavu. L'aîné avait reçu une balle en plein cœur. Sa sœur avait été massacrée à coups de machette. Après cette mort effroyable, leur papa perdit le goût à la vie. Il tomba malade, et 2 ans plus tard, il mourut lui aussi. Et voilà que Joseph était mort à son tour, assassiné chez nous. Dans ces conditions, comment ne pas se décourager et perdre espoir pour notre région? Ici, on tuait des innocents sans relâche. Arrêter les forces du mal semblait impossible. Et pourtant, il ne fallait pas que je me résigne, je le savais. Nous ignorions pour combien de temps nous serions partis, quelques mois, peut-être voire davantage. Partir pour de bon n'était pas une solution. C'était ici, au Congo, que j'avais mon travail et mes projets. Les besoins de mon pays, je les connaissais, et vivre tout cela en tant que spectateur depuis l'Occident m'aurait été insupportable. Je dis souvent que la seule chose qui puisse vaincre la violence, c'est l'amour. Et encore l'amour. Il nous fallait du temps pour nous remettre et cicatriser nos blessures, mais ensuite nous reviendrions. Là où on était à notre place. Il ne pouvait en être autrement. Cet attentat est survenu à peu près 6 ans après ma première intervention à l'ONU. Ce fut un événement décisif à bien des égards, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de commencer le récit de ma vie à ce moment-là. J'étais invité à l'Assemblée générale des Nations unies. Nous étions en 2006, au début du mois de décembre. Le monde entier était là, en face de moi, comme dans un rêve. J'avais placé le texte de mon discours sur le pupitre et j'arrangeais ma cravate. Était-ce réel? Je levai les yeux pour balayer l'assemblée du regard. Les plaques, portant les noms des différentes nations, scintillaient devant moi. En voyant les ambassadeurs mettre leurs écouteurs, je pris conscience de l'importance du moment. J'allais faire un discours à l'ONU. Une occasion unique m'était offerte. Pouvait-on aller plus loin? Depuis des années, j'avais essayé de crier haut et fort pour attirer l'attention sur ce qui se passait dans l'est du Congo. Dans des articles de journaux ou lors de passages à l'antenne, j'avais raconté, dénoncé, supplié, mais sans résultat tangible. Les violences à l'égard des femmes n'avaient pas cessé. Mais à partir de maintenant, les choses allaient changer. J'en étais convaincu. La communauté internationale avait réagi face aux atrocités en Bosnie et au Libéria. Elle les avait fait cesser. Pourquoi ne pas espérer une solution semblable en RDC? Je rapprochais mon texte. Il contenait tout ce dont les ambassadeurs devaient être informés. Le grand moment était venu. Je glissai ma main dans la poche intérieure de mon veston pour en sortir mes lunettes. Je les approchais de mon visage quand soudain, je me suis figé. Je venais de découvrir quelque chose qui me coupait le souffle. Les ambassadeurs de tous les pays étaient présents, sauf un, dont la chaise était vide, désespérément vide. Celui du Congo, mon propre pays. Le message était on ne peut plus clair. J'étais boycotté. L'Assemblée générale des Nations unies était au grand complet, à l'exception notable d'un seul membre. Le choc fut rude. J'avais l'impression que ce siège inoccupé prenait de plus en plus d'importance. Allais-je perdre mon sang-froid? Je chaussai mes lunettes et entamai mon discours. Mais les conditions avaient changé. Je m'adressais à présent autant à la chaise vide qu'aux ambassadeurs présents. J'ai fait cette intervention
plus de 6 ans après mes débuts à l'hôpital de Panzi. Si quelqu'un m'avait dit à l'époque que je prononcerais un jour une allocution au siège des Nations Unies, je me serais gentiment moqué de lui. Au moment de faire ce discours, la situation me parut toujours aussi irréelle. Je n'étais pas habitué à ce genre de scène. Je ne suis ni politicien, ni diplomate, et je ne m'étais jamais retrouvé dans une telle position. En tant que pasteur, ne serait-ce qu'à temps partiel, j'avais certes l'habitude de prendre la parole devant une assemblée. Mais prêcher dans une petite église devant 500 personnes est une chose. Parler à l'ONU devant un auditoire de quelques 200 ambassadeurs en est une autre. Je fis mon discours en français, l'une des 6 langues officielles des Nations Unies, et il fut traduit dans les 5 autres langues, l'arabe, l'anglais, le chinois, le russe et l'espagnol. Si jusque-là j'avais eu l'impression de m'adresser à un mur, la situation cette fois était différente. Mes paroles se glissaient directement dans les écouteurs des ambassadeurs. Grâce à la traduction simultanée, ils pouvaient me comprendre. Si mon message ne passait pas, on ne pouvait pas l'expliquer par la confusion des langues ou le fait que ma voix ne porte pas. J'avais été invité en tant que témoin, mon observatoire étant le service de chirurgie de l'hôpital de Panzi. Les agressions systématiques contre les femmes dans l'est du Congo n'étaient un mystère pour personne. Elles avaient été documentées pour la première fois dès 2001. L'étude réalisée alors par Human Rights Watch n'avait guère soulevé l'indignation. Contrairement à d'autres événements, la situation dans ma province natale attirait peu la lumière des projecteurs. En ces mois-là, le monde avait les yeux rivés sur le conflit du Darfour et le tsunami qui venait de dévaster les côtes de l'océan Indien, alors que les provinces du Kivu, à l'abri de regard, s'enfonçaient dans l'horreur. Et les femmes déjà affluaient à l'hôpital de Bukavu. Bien sûr, les violences sexuelles ne sont pas un phénomène aussi visible qu'une catastrophe naturelle ou un conflit armé. Ces agressions sont souvent perpétrées dans le plus grand secret, dans des endroits reculés et souvent à la faveur de l'obscurité. Les témoins sont rares, et s'il y en a, ils disparaissent ou se taisent. Seules les traces physiques peuvent nous orienter, et pour des raisons évidentes, c'est dans un hôpital que la vérité éclate au grand jour. Rien ne nous avait échappé. C'était chez nous que les statistiques et les témoignages étaient regroupés. J'avais remué ciel et terre pour que la communauté internationale en prenne conscience. J'osais espérer que l'opinion publique se réveille, que des dirigeants puissants agissent. Comme cela s'était d'ailleurs produit dans d'autres régions du monde. Mais la réponse tardait à venir, et à l'ONU, d'aucuns s'avouaient déconcertés par le manque de réaction face au drame congolais. Ma présence allait-elle infléchir le cours des événements? Tel était du moins l'espoir de la direction des Nations Unies. Si j'étais là, ce n'était pas par envie ou parce que j'y tenais absolument. Non, c'était un devoir, voilà tout. Il ne s'agissait pas de grossir un échelon dans ma carrière. Je ne plaidais pas ma propre cause, mais celle des femmes de l'Est du Congo, celles qui avaient été admises à l'hôpital, celles qui étaient en route pour y être soignées, et puis toutes celles, trop nombreuses, qui n'allaient jamais y arriver et dont la souffrance passerait sous silence. Jusqu'ici, personne ne leur avait prêté sa voix. Il fallait que quelqu'un le fasse. La première intervention chirurgicale à l'hôpital de Panzi remonte à septembre 1999, dans des conditions pour le moins précaires. C'est le tout début de nos activités. La stérilisation se faisait dans une cocotte minute installée dans la cour. Les draps étaient à usage unique et provenaient de Suède. La patiente était une femme d'un certain âge, gravement blessée par balle. Elle avait été attaquée chez elle par un soldat qui n'avait pas hésité à tirer à travers la porte depuis l'extérieur. La balle avait frappé sa cuisse gauche et provoqué 4 fractures du fémur. Après cette plaie,
très grave et compliqué, on craignait de ne pas pouvoir sauver sa jambe. Nous étions plusieurs médecins au bloc opératoire. En m'entretenant avec elle, j'ai fini par apprendre ce qui lui était arrivé. Son récit était hésitant, brouillon, elle n'avait pas envie de raconter. Elle avait été violée par 6 soldats, et l'un d'eux lui avait ensuite tiré dessus. Cela faisait 10 ans que j'étais gynécologue, mais là, j'étais tombé des nues. Je n'avais encore rien vu de semblable. Après des rapports sexuels sous la contrainte, cet acte d'une extrême violence, dans le seul but de mutiler. C'était quelque chose de nouveau pour moi. L'histoire de cette pauvre femme m'avait bouleversé, et cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Comme je me tournais et me retournais dans mon lit, Madeleine a fini par me demander ce qui n'allait pas. Je ne parvenais pas à chasser cette histoire de mes pensées. Comment expliquer une telle cruauté? Voilà des soldats qui avaient décidé, en toute conscience, de gâcher la vie de cette femme innocente, de surcroît sans défense. L'intervention chirurgicale avait réussi. Nous avons pu sauver la jambe et la victime s'est totalement rétablie. Mais j'étais loin d'imaginer alors que nous étions témoins d'un phénomène qui n'en était qu'à ses débuts. Il se transformait en une véritable épidémie. La propagation rapide, non pas d'une maladie, mais de comportements extrêmement violents, intentionnellement destructeurs, pas de doute, l'Est du Congo prenait le chemin des ténèbres. L'hôpital a bientôt été pris d'assaut par un afflux de patientes venues de partout. Qu'est-ce qui était en train de se passer? Manifestement, il ne s'agissait pas de cas isolés. Les parties génitales étaient systématiquement visées et beaucoup avaient subi de graves blessures qui saignaient abondamment. Aucun d'entre nous n'avait l'expérience de pareils traumatismes. Nous aurions voulu comprendre l'origine de cette vague de violence sans précédent. Mais nous ne trouvions aucune explication. Dans la salle d'opération, j'étais assisté par un collègue, un chirurgien autodidacte. Certains jours, nous opérions du matin au soir, et les lésions étaient si particulières que les manuels ne nous étaient d'aucun secours. Nous devions trouver nos propres solutions. Imaginez des techniques pour réparer ces femmes déchirées à l'intérieur et perturbées sur le plan psychologique. J'estimais qu'il était aussi de mon devoir de leur prêter une oreille attentive. Certains des épisodes vécus étaient si horribles qu'ils dépassaient l'entendement, et j'avoue que leur récit m'affectait terriblement, à un point tel qu'au bout d'un certain temps, je dus me rendre à l'évidence. Mon travail en pâtissait. À une table d'opération, il s'agit d'être concentré. Or, mes pensées étaient tournées vers ces horreurs subies par mes patientes et bien des questions quant à leur avenir trottaient dans ma tête. Quelle serait la réaction du fiancé ou du mari? Abandonnerait-il cette femme? Que diraient ses parents ou le reste de la famille? Serait-elle refoulée? Ou, après son détour, serait-elle encore agressée et donc bientôt à nouveau chez nous? Il va sans dire qu'un chirurgien ne doit pas être distrait lorsqu'il manipule le scalpel. Je suis donc arrivé à la conclusion que je ne devais plus écouter mes patientes, mais laisser ça à d'autres. Ma tâche à moi, c'était de reconstruire ces femmes sur le plan physique, dans la mesure du possible. À partir de là, je me suis protégé de tous ces récits et j'ai décidé de me limiter volontairement aux actes techniques. Cela dit, quand on m'amenait des fillettes de 3 ans aux organes génitaux déchirés, comment aurais-je pu rester de marbre? Le monde s'effondrait autour de moi, les larmes coulaient à flots. Je devais alors mobiliser toutes mes forces afin d'entrer dans la salle d'opération. Ma décision de ne plus écouter m'a aidé un peu, même si c'était de façon très relative, puisque tous ces vagins détruits parlaient d'eux-mêmes. Au printemps 2006, le Norvégien Jan Egeland est venu nous rendre visite. Il était secrétaire général de l'ONU chargé des affaires humanitaires. Lors de notre première rencontre, j'avais trouvé en lui une personne chaleureuse et d'une grande capacité d'empathie, et très énergique. Quand il est arrivé, quelques 1100 femmes victimes d'agressions étaient présentes.
Je l'ai amenée dans l'aile de l'hôpital où elles étaient logées et soignées. J'ai demandé à Yann s'il pouvait dire quelques mots, que ce serait important pour elle. Je n'ai pas préparé de discours, dit-il, un peu hésitant. Laissez parler votre cœur, cela suffira, lui répondis-je. Il hocha la tête, fit un pas en avant pour se retrouver quelques instants pensif devant ses auditrices. Plus tard, il m'a raconté que ce millier de femmes face à lui l'avait énormément impressionné. C'étaient des patientes de tous âges, graves, extrêmement dignes dans leurs beaux pagnes très colorés, et je me suis rendu compte que chacune avait sa propre histoire, et la portait comme un horrible fardeau. Lorsque je les ai vues, toutes ces femmes réunies, j'ai aussi pu saisir l'ampleur des atrocités commises dans la région. Oui, j'ai vraiment compris. Après quelques paroles de réconfort, Yann s'est assis auprès des femmes. L'une d'elles, les mains et les pieds paralysés, était âgée de 26 ans. Quand un groupe de miliciens l'avait fait prisonnière, ligotée à un arbre, les bras étendus et les jambes écartées, elle a été violée plusieurs fois par jour. Son calvaire dura 3 semaines, et des 30 soldats du groupe, presque tous lui étaient passés sur le corps. Les cordes qui serraient si fort ses poignets et ses chevilles avaient pénétré dans sa chair, arrêté le flux sanguin pour finalement sectionner les nerfs, ce qui a provoqué la paralysie. Yann et moi sommes ensuite allés dans mon bureau. Il a pris place dans le canapé, moi dans le fauteuil en face de lui. Il était manifestement secoué. Je pouvais le voir dans son regard. Cette femme paralysée l'avait touché au plus profond de lui-même. Elle était allée dans la forêt chercher du bois, dit-il, pour préparer le dîner à sa famille. On l'attendait à la maison, mais elle n'est jamais rentrée. Au cours des dernières années, c'était souvent le même scénario. Ces femmes qui étaient sorties ne rentraient pas. Ou bien les viols se produisaient au moment où elles se trouvaient à la maison, sous les yeux de leur mari ou des enfants, voire devant tous les membres de la famille, mais de toute façon ces femmes disparaissaient. Elle qui avait été le pivot de la famille, assurant le bon fonctionnement de la vie de tous les jours, était tout à coup couverte de honte et mise à l'écart. Par elle-même et par leur entourage. Car bien que victime, elle se sentait coupable. Un long silence envahit la pièce. Peu de temps après la visite de Yann, je fus invité à prendre la parole à l'ONU. Quelques jours avant mon discours, j'essayais d'entrer en contact avec l'ambassadeur de mon pays aux Nations Unies. Je voulais lui montrer mon texte et avoir son avis dans le souci d'éviter tout malentendu. Malgré plusieurs tentatives pour le joindre, je n'y suis pas parvenu. Ses collaborateurs me répondirent seulement qu'il serait à New York le jour où je ferais mon discours. De là à imaginer qu'il sera absent. Et pourtant, le jour venu, sa chaise était vide. Voilà qui en disait long. Autant déçu que vexé, je me dis que cela ne pouvait en rien remettre en cause ma présence en ce lieu symbolique. Car peu importait l'opinion de mon ambassadeur, la réalité sur le terrain était ce qu'elle était. J'avais pourtant espéré m'entretenir avec lui. Mais cette étrange situation avait sans doute un rapport avec un autre événement. Plus tôt dans l'année avaient eu lieu des élections en RDC. Le premier scrutin démocratique depuis 46 ans. Un gouvernement élu au suffrage universel allait entrer en fonction. En Afrique, et peut-être même dans le monde entier, peu de pays avaient une aussi mauvaise réputation que le Congo. On se souvient tous de Mobutu, qui pendant ses 32 années de présidence avait largement puisé dans les caisses de l'État. Il se racontait que sa fortune personnelle dépassait les 4 milliards de dollars. Mais à présent, on espérait qu'un nouvel ordre allait s'établir, sans corruption et sans abus de pouvoir, avec une classe politique au service du peuple. Et moi j'étais là, à l'ONU, fixant une chaise vide, la seule restée inoccupée dans toute l'assemblée. Et cette chaise me fixait à son tour. Cela ne présageait rien de bon,
et je me sentais envahi par des sentiments contradictoires. Certes, heureux d'avoir eu la possibilité de m'exprimer ici, mais triste de voir mon propre pays me tourner le dos. Quel paradoxe! Se trouver au cœur même de la communauté mondiale et néanmoins se sentir seul, singulièrement seul. Après mon discours, j'ai rencontré la presse internationale. Ce n'était pas la première fois. J'avais reçu nombre de journalistes dans mon bureau, et pourtant, la situation était inédite, car jamais encore je n'avais rencontré en même temps autant de représentants de grands médias. Quelque peu intimidé par la gravité de l'heure, j'eus tout à coup l'impression de ne pas avoir grand-chose à dire. Au fond, n'étais-je pas qu'un simple médecin? Mais Yann Egeland a volé à mon secours et les questions que l'on me posa m'étaient de toute façon familières. Comment expliquer cette violence sexuelle massive et barbare? Qui en étaient les auteurs? Le rôle des ressources naturelles dans ce drame? Une part de responsabilité incombait-elle au régime congolais? Pendant mon séjour à New York, d'autres rencontres m'attendaient. C'était ainsi que j'ai fait la connaissance d'Eve Ensler, la dramaturge, auteure des Monologues du vagin. Une pièce déjà jouée dans les scènes de 140 pays, Eve est aussi fondatrice de V-Day, une organisation qui lutte contre les violences et injustices faites aux femmes. Un combat qui se veut universel. Son engagement s'explique sans doute par les événements tragiques qui ont jalonné son enfance. À l'initiative de l'ONU fut organisée une conversation en public entre elle et moi, et nous nous sommes bien compris. À travers son association, elle avait croisé des victimes de viols dans un grand nombre de pays, mais n'avait encore jamais mis les pieds au Congo. Je l'ai donc invitée à venir à Bukavu. « Venez nous aider, lui dis-je spontanément. Mon invitation l'étonna manifestement, peut-être en raison de nos points de départ si différents. Je suis certes médecin, mais aussi pasteur. Et l'hôpital dont je suis responsable appartient à un mouvement très influent de l'Église évangélique. Alors, quelle est une figure de proue de l'intelligentsia new-yorkaise, grande féministe et auteure couronnée de succès. Bon là... Ça va disparaître, hein.